Si vous avez grandi en France, vous avez porté des Bata. La paire de tennis à bout de caoutchouc pour la rentrée des classes, la boîte en carton sous le bras, ce logo rouge qu'on trouvait dans toutes les rues commerçantes, un nom si familier qu'on ne le voyait même plus. Derrière ce nom, il y avait une ville entière, au fond de la Moselle. 2600 ouvriers, jusqu'à 20 000 paires par jour, sa sirène, sa piscine, ses écoles. Cette entreprise avait survécu à une loi votée pour l'abattre, survécu à la guerre et à l'occupation de ses ateliers, survécu à la perte de sa maison mère, à l'autre bout de l'Europe. Et puis, après 70 ans, un matin de décembre, les portes se sont fermées et la sirène s'est tue pour toujours. Comment un nom que la France entière portait aux pieds a-t-il pu, tout simplement, disparaître ? Chapitre 1. Le cordonnier de Zlín. Pour comprendre comment ce nom-là est entré dans les foyers français, et comment il en est ressorti un jour de décembre sans que personne y soit vraiment préparé, il faut d'abord quitter la France, prendre la direction de l'Est, franchir le Rhin, traverser l'Allemagne et s'arrêter en Moravie, dans une petite ville de manufacture qui s'appelle Zlín. C'est là, le 21 septembre 1894, qu'un jeune homme de 18 ans nommé Tomáš Bata fonde une société de chaussures avec son frère Antonín et sa sœur Anna. Ils ne sont ni inventeurs, ni financiers. Ils sont les héritiers d'une longue lignée de cordonniers moraves, des hommes qui taillaient le cuir à la main dans l'arrière-boutique d'un atelier de village depuis des générations. Le père faisait des chaussures, le grand-père faisait des chaussures. Et le cadet, à 18 ans, décide qu'il va en faire autrement. Autrement, cela veut dire vite, cela veut dire beaucoup. Cela veut dire des chaussures pour les gens qui, jusque-là, n'en avaient qu'une paire dans leur vie, et qui la réparaient jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à réparer. Tomáš Bata n'a pas grandi dans un monde où l'on choisissait ses chaussures. Il a grandi dans un monde où l'on héritait de celles du frère aîné. Et c'est ce monde-là qu'il veut changer. Les premières années manquent de l'emporter. L'atelier accumule les dettes. À un moment, l'affaire est si mal en point que le jeune Tomáš doit vendre, emprunter, courir après l'argent pour tenir jusqu'au mois suivant. Il connaît l'humiliation de dépendre du bon vouloir d'un créancier. Et il en tire une leçon qu'il n'oubliera jamais. Plus jamais il ne remettra son entreprise entre les mains d'un banquier. Retenez cette promesse, faite à 20 ans par un homme sans le sou, dans une ville de province de l'Empire austro-hongrois. Elle expliquera, bien plus tard, la manière très particulière dont Bata financera son expansion, et la place, très particulière elle aussi, qu'occuperont ses ouvriers dans cette mécanique. Le tournant, Tomáš Bata le trouve en traversant l'Atlantique. Au début du siècle, il part aux États-Unis. Il va d'abord à Lynn, près de Boston, la capitale américaine de la chaussure, où il travaille de ses mains pour comprendre les méthodes du pays. Puis, quelques années plus tard, à Détroit, où il visite les usines d'Henry Ford. Et là, il voit quelque chose qu'aucun cordonnier européen n'avait encore vraiment saisi. Il voit la chaîne. Il voit le travail découpé en gestes simples, répétés, mesurés à la seconde. Il voit qu'on peut fabriquer une chaussure comme Ford fabrique une automobile, poste par poste, sans qu'aucun homme ne fasse jamais le soulier entier. Mais il comprend aussi autre chose, que les patrons américains, eux, n'avaient pas tout à fait compris. Il comprend qu'une chaîne ne suffit pas, qu'il faut, pour la faire tourner sans révolte, que l'ouvrier y trouve son compte. Que la productivité et l'adhésion marchent ensemble, ou ne marchent pas du tout. De retour à Zlín, il lance le produit qui va faire sa fortune, la Batovka. Une chaussure moitié cuir, moitié toile, légère, solide et bon marché. La chaussure de l'ouvrier, du paysan, de l'écolier. Pas un objet de luxe, un objet du quotidien à la portée de toutes les bourses. C'est cela, au fond, la révolution de Bata. Non pas la belle chaussure pour quelques-uns, mais la chaussure correcte pour tout le monde. On le surnommera bientôt le Ford tchécoslovaque. Le surnom est mérité, mais il est incomplet. Car Bata ne se contente pas de copier Ford. Il y ajoute quelque chose que Ford n'avait pas, une vision totale de la vie de ses ouvriers. La grande épreuve arrive en 1922. La jeune Tchécoslovaquie, née de l'effondrement de l'Empire austro-hongrois 4 ans plus tôt, traverse une crise monétaire brutale. La couronne s'effondre, les prix chutent. Partout, les entreprises licencient, ferment, attendent que la tempête passe. Bata fait l'inverse. Il baisse le prix de ses chaussures de moitié. De moitié. Et pour tenir ce prix,
Il demande à ses ouvriers d'accepter une réduction de salaire de 40%. En échange de quoi, l'entreprise leur fournira le pain, les vêtements et le logement à prix coûtant. Le pari est insensé. Il aurait dû ruiner l'entreprise. Il la sauve. Les clients affluent de toute la Tchécoslovaquie pour acheter des chaussures Bata, devenues soudain accessibles à tous. Entre 1922 et 1927, les ventes sont multipliées par 15. Zlín, qui comptait 3000 habitants au début du siècle, en comptera plus de 30 000 au milieu des années 30. Une ville entière, poussée hors de terre par une usine de chaussures. Mais ce que Bata construit à Zlín n'est pas seulement une usine, c'est un système. Et ce système a un nom, le bataïsme. Sur le papier, c'est du fordisme. Le travail à la chaîne, la mesure du temps, la standardisation. Dans les faits, c'est bien davantage. Chaque atelier fonctionne comme une petite entreprise autonome, avec son propre plan hebdomadaire, ses propres comptes, ses propres résultats. Et surtout, chaque ouvrier est associé aux bénéfices de son atelier. Voilà l'invention de Bata. La prime n'est pas versée en totalité au salarié. La moitié lui revient en main propre, l'autre moitié est placée sur un compte à son nom, capitalisé par l'entreprise à 10% d'intérêt et restitué le jour de son départ. Regardez bien ce mécanisme, car il est le cœur de tout. En conservant la moitié des primes de ses ouvriers, Bata se constitue une réserve de trésorerie considérable. Il n'a plus besoin des banquiers qu'il détestait dans sa jeunesse. Ses propres ouvriers financent son expansion. Et eux, en retour, ont le sentiment d'être des associés plutôt que des employés. C'est brillant. C'est aussi une manière de lier chaque homme à l'entreprise par le portefeuille autant que par le contrat de travail. Car le bataïsme ne s'arrête pas aux portes de l'atelier. La devise de la maison le dit sans détour. Vivre, penser et travailler Bata. Vivre, penser, travailler. Les trois verbes dans le même mouvement. L'ouvrier ne fait pas que travailler pour Bata. Il habite un logement Bata, il envoie ses enfants à l'école Bata, il fait ses courses au magasin Bata, il se soigne à l'infirmerie Bata. Le 1er mai, jour de grande fête, le patron remet en personne des médailles et des montres en or à ses meilleurs éléments devant tout le personnel rassemblé, souvent en présence du préfet. On organise des concours de productivité, jusqu'à 8 dans un seul mois. On célèbre les records. On forge, méthodiquement, la fierté d'appartenir. Un ouvrier de Zlín se levait dans une maison Bata, mangeait un pain vendu par Bata, marchait jusqu'à un atelier Bata sur une avenue tracée par Bata, et retrouvait le soir ses camarades au club sportif de l'entreprise. Ses enfants naissaient dans les institutions de la firme et grandissaient dans ses écoles. Pour beaucoup, c'était une promotion inouïe. Le confort, la propreté, la sécurité du lendemain, là où leurs parents n'avaient connu que la dureté de la vie paysanne. Pour d'autres, c'était une cage dorée, dont on ne sortait jamais tout à fait. Les deux étaient vrais en même temps. Et c'est cette ambiguïté-là que Bata exportera, en même temps que ses machines, vers un coin perdu de la Moselle. Ce système fascinait bien au-delà de la Moravie. En France, des intellectuels vinrent l'étudier, le décrire, parfois le vanter. L'ingénieur Hyacinthe Dubreuil publie en 1936 un livre au titre sans détour, L'exemple de Bata. Paul Devina, du Bureau international du travail, se penche sur la méthode. Le colonel Rimaillot, grande figure de l'organisation scientifique du travail en France, siège au conseil d'administration de la société française. Le bataïsme n'était pas qu'une manière d'organiser une usine. C'était une idée qui séduisait une époque en quête de rationalité, de productivité, d'ordre. Une idée qui promettait de réconcilier le patron et l'ouvrier dans la prospérité partagée. Et qui, dans le même geste, ne laissait à l'ouvrier presque aucun espace de sa vie qui ne fût pas, d'une manière ou d'une autre, Bata. Car l'ambition de Bata n'avait pas de frontières. Zlín n'était qu'un début. Partout où les douanes menaçaient ses exportations, il répliquait la formule. Une usine, une cité, une école, un magasin, portant partout le même nom et les mêmes méthodes. Des Batavilles surgirent ainsi aux 4 coins du globe, de l'Inde à l'Amérique du Sud, chacune un morceau de Zlín transplanté sous d'autres cieux. L'organisation mondiale qu'il fondait vendra, tout au long de son histoire, plus de 14 milliards de paires de chaussures,
un chiffre qui lui vaudra un jour d'être reconnu comme le plus grand fabricant et vendeur de souliers de tous les temps. Hélocourt, en Lorraine, ne serait qu'une pièce de cet empire tentaculaire, mais une pièce à laquelle l'histoire réservait un rôle singulier, celui de durer plus longtemps que le berceau lui-même. Tomasz Bata ne verra pas l'apogée de cet empire. Le 12 juillet 1932, son avion s'écrase au décollage près de Zlín, dans le brouillard du petit matin. Il a 55 ans. L'homme qui voulait chausser le monde entier meurt dans un accident, au moment précis où son entreprise s'apprête à franchir toutes les frontières. Son demi-frère, Jan Antonín Bata, reprend aussitôt les rênes et pousse l'expansion mondiale plus loin encore. Le fils du fondateur, Thomas Jan Bata, encore un jeune homme à l'époque, en héritera après la guerre, transplantera le savoir-faire à Londres, puis au Canada, et dirigera l'organisation Bata pendant près de 40 ans depuis Toronto. Une lignée, une dynastie, et, au bout de la chaîne, des décisions prises très loin de la Lorraine, qui pèseront un jour sur le destin de milliers de familles mosellanes. Mais nous n'en sommes pas là, car quelques mois seulement avant sa mort, Tomasz Bata avait pris une décision qui allait changer le sort d'un coin oublié de la France. Il avait décidé de venir en Lorraine. Chapitre 2. L'avion au-dessus des étangs. Pourquoi la France? La réponse tient en un mot, les douanes. À la fin des années 20, Tomasz Bata comprend que le monde se referme. Après la crise, chaque pays dresse ses barrières. On taxe les produits étrangers pour protéger les industries nationales. Et les chaussures tchèques, si bon marché soient-elles, deviennent trop chères une fois franchie la frontière française, alourdies par les droits de douane. Bata fait alors un calcul d'une simplicité redoutable. Puisqu'on ne peut plus exporter les chaussures, on va exporter l'usine. On va construire, à l'intérieur même des frontières françaises, une réplique de Zlín. Ses méthodes, ses machines, sa formation, son organisation, tout transplanté sur le sol français, pour fabriquer sur place et vendre sans droit de douane. La société française est créée à Strasbourg. Le 3 mars 1930, naît la Société anonyme française Bata, siège au numéro 1 de la rue Mercière, capitale d'1 million de francs. Dès le mois de mai, le premier magasin Bata ouvre ses portes dans la ville. Mais un magasin ne suffit pas. Il faut une usine, une grande. Et Bata, c'est exactement le genre d'endroit qu'il cherche. Il le cherche depuis le ciel. Tomasz Bata était pilote, passionné d'aviation, et l'on raconte qu'il repérait ses futurs sites d'implantation depuis son avion, survolant les campagnes pour dénicher la parcelle idéale. C'est ainsi qu'il aperçoit un jour, au sud de la Moselle, dans une région de forêts et de plans d'eau qu'on appelle le pays des étangs, une ancienne ferme expérimentale. Le domaine s'appelle La Broc. Il appartient à un industriel allemand, Wilhelm Lorenz. Et il est parfait. Parfait parce que tout y converge. L'eau, d'abord. Le canal de la Marne au Rhin passe à proximité, prolongé par le canal des Houillères de la Sarre. Le rail, ensuite. La ligne de chemin de fer qui relie Dieuze à Havricourt dessert le secteur. La route, enfin. Eau, rail, route, les trois artères dont une usine a besoin pour recevoir ses matières premières et expédier sa production. Mais il existe une quatrième raison, et celle-là, l'entreprise la revendique sans détour. Ce coin de Lorraine rurale n'a aucune tradition industrielle. Aucune grande usine à des kilomètres à la ronde. Et donc, c'est le raisonnement, froid et lucide, aucune culture syndicale. Pas d'ouvriers déjà organisés, pas de tradition de lutte, pas de méfiance héritée. Une terre vierge, où l'on pourra former les hommes à partir de rien, à la manière Bata, sans avoir à défaire d'abord ce que d'autres leur auraient appris. Retenez ce détail. Un jour, dans 70 ans, quand il faudra fermer cette usine, la mémoire de ce choix reviendra avec une amertume particulière. On avait installé la cité précisément là où l'on pensait que les ouvriers ne sauraient jamais se défendre. Le 23 octobre 1931, Bata achète le domaine d'Hélocourt. 487 hectares, 143 hectares de bois, 284 de terre, 60 d'étangs. Le prix, 1 600 000 francs. Le terrain s'étend à cheval sur 3 communes, Mousset, Mézières-Lévic et Réchicourt-le-Château. Sur cette terre,
Bata ne va pas construire une usine, il va construire une ville. Et cette ville portera un nom qui n'existe sur aucune carte administrative. Un nom que les gens du pays inventeront et qui restera pour toujours. Bataville. Le permis de construire est délivré le 26 janvier 1932. Les travaux commencent en avril. La production démarre en septembre. En quelques mois seulement, sortent de terre les premiers bâtiments d'une cité industrielle entièrement pensée d'avance. Cette vitesse dit tout de la méthode Bata. Là où d'autres auraient mis des années, l'entreprise met des saisons. La briqueterie tourne sur place, jour après jour, crachant les briques rouges qui montent aussitôt en mur. Les équipes se relaient. Les plans, éprouvés à Zlín, n'ont pas à être réinventés. On sait déjà exactement quel bâtiment ira où, combien d'étages, quelle largeur. Une ville industrielle standardisée, posée sur un ancien domaine agricole, comme on assemble une machine bien réglée. En septembre, moins d'1 an après le premier coup de pioche, les premières chaussures françaises estampillées Bata sortent des chaînes d'Elocourt. Car rien, ici, n'est laissé au hasard. Le plan vient de Zlín. C'est l'architecte tchèque František Gaura, l'homme qui avait dessiné la ville-usine Morave, qui conçoit la trame de Bataville. La construction est confiée à une entreprise tchèque, Vie Métallique, épaulée par la firme strasbourgeoise Bako. Et ce qui sort de terre ne ressemble à rien de ce qu'on connaît en Lorraine. Imaginez ces bâtiments. Du béton apparent, une ossature nue, remplie de briques rouges. Un module de base répété à l'infini, 6,15 m sur 6,15 m. Des halles de 80 mètres de long sur 20 de large, dressées sur 5 étages. Des façades quadrillées de rouge et de blanc, d'une géométrie stricte, presque abstraite. C'est l'architecture fonctionnaliste, celle du Bauhaus, débarquée d'Europe centrale au beau milieu des étangs mosellans. Les toits sont plats, pas de grenier, jugé insalubre, et les maisons ouvrières ont toute une salle de bain, ce qui, en 1932, dans la campagne française profonde, relève presque de la science-fiction. En quelques années, la cité prend forme. 6 bâtiments dressés dès la fin de 1935, dont un de 5 étages. 3 autres l'année suivante, plus une centrale électrique et un port sur le canal. Et autour de l'usine, la ville. Les logements, dont la taille dépend du rang qu'on occupe dans l'entreprise, les cadres près de la forêt, les ouvriers dans les collectifs et les internats, une école maternelle, une école primaire, un centre de formation professionnelle dès 1938, un magasin, un coiffeur, une poste, une blanchisserie, une cantine qui sert aussi de salle de bal, un cinéma parlant dès 1934, une bibliothèque, une société de musique, un ciné-club. Un club sportif, le Sporting Club Bataville, dont l'équipe de basket fera bientôt connaître la cité dans toute la Lorraine. Un aérodrome. Et, en juin 1938, une piscine de plein air, la première de toute la Moselle. Tout cela, propriété de la société. Tout cela à l'intérieur des grilles. En 1939, à la veille de la guerre, la cité compte 811 habitants répartis dans 276 logements, plus 7 bâtiments réservés aux célibataires. Ce ne sont pas encore de grands chiffres. Mais c'est déjà un monde clos, complet, qui se suffit à lui-même, et qui a organisé pour ceux qui y vivent jusqu'à la moindre heure de la journée. Il faut des hommes pour peupler cette ville, et Bata invente, pour les recruter, un système d'une rigueur absolue, celui des jeunes hommes Bata. On recrute localement, exclusivement, des garçons du pays. On les loge à l'internat, bâti dès 1933. On les forme, au métier, mais aussi à l'esprit de la maison. Les plus prometteurs partent même à Zlín, en Moravie, apprendre le bataïsme à la source pour revenir constituer l'encadrement français. Ils rentrent transformés, imprégnés jusqu'à l'os d'une manière de vivre et de penser. À l'internat, la vie de ces jeunes hommes était réglée comme du papier à musique. Lever tôt, travail, formation, sport, extinction des feux. On leur apprenait un métier et, dans le même mouvement, une discipline, une tenue, une façon d'être au monde. Certains y voyaient une chance formidable. Un gamin de ferme, sans diplôme, pouvait devenir contremaître, cadre, parfois davantage, à la seule force de son travail et de sa loyauté. D'autres étouffaient sous le règlement. Mais tous, en sortant de là, portaient en eux quelque chose de la maison.
une empreinte que beaucoup garderaient leur vie durant et qui rendrait, un demi-siècle plus tard, la séparation d'autant plus déchirante. La main-d'œuvre étrangère, si présente ailleurs dans l'industrie française de cette époque, est ici presque absente. Là où les mines du Nord font venir des Polonais et des Italiens, là où l'automobile parisienne recrute des Algériens et des Portugais, Battaville puise dans les fermes et les villages d'alentour. On vient à pied, souvent. Beaucoup de ces ouvriers n'ont ni permis de conduire, ni voiture. L'entreprise met alors en place un ramassage en autobus dans un rayon de 30 km pour aller chercher chaque matin les bras dont elle a besoin. Une ville sortie des étangs. Une ville de briques rouges, propre, ordonnée, moderne, offrant à ses habitants un confort dont beaucoup n'avaient jamais rêvé. On pourrait croire que rien ne peut arrêter une telle ascension. On aurait tort. Car pendant que Bata bâtit sa ville, en France, d'autres affûtent déjà leurs armes. Chapitre 3. Une loi écrite contre un seul nom. Les cordonniers français regardaient Bata arriver comme on regarde monter une marée. Partout où l'entreprise ouvrait un magasin, et elle en ouvrait beaucoup, les fabricants et les détaillants traditionnels voyaient leurs clients passer de l'autre côté de la rue. Comment lutter contre une chaussure 2 fois moins chère, fabriquée à la chaîne par une entreprise qui possédait ses propres tanneries, ses propres usines, ses propres boutiques? On ne luttait pas. On perdait. Et dans la vieille cité chaussurière de Fougères, en Bretagne, où des milliers d'ouvriers vivaient du soulier depuis des générations, la colère monta jusqu'à devenir une affaire nationale. Ce que Fougères redoutait n'était pas seulement une baisse des ventes, c'était la disparition d'un métier. Bata ne se contentait pas de vendre moins cher. L'entreprise fabriquait autrement, avec des machines et des ouvriers formés en quelques semaines, là où la chaussure française reposait encore, pour beaucoup, sur le savoir patient de l'artisan. 2 mondes s'affrontaient. L'un défendait sa survie, l'autre incarnait un avenir qu'il n'avait pas choisi. Et l'un des deux, seulement, avait des députés. Dès février 1935, un comité de défense se forme parmi les industriels de la chaussure. Leur cible a un nom, un seul, Bata. Et ils trouvent, pour porter leur cause au Parlement, 2 hommes. Étienne Le Poulain, député conservateur de Fougères, élu 2 ans plus tôt, et Alexandre Lefasse. Ce qu'ils obtiennent, le 22 mars 1936, c'est une loi. Une vraie loi de la République française, votée par le Parlement. Que dit-elle, cette loi? Elle interdit l'ouverture de toute nouvelle fabrique de chaussures. Elle interdit l'ouverture de tout nouveau magasin de chaussures. Elle interdit tout agrandissement d'usines existantes, sauf autorisation spéciale. Sur le papier, elle s'applique à tous. Dans les faits, tout le monde sait à qui elle est destinée. On l'appelle, sans même se cacher, la loi anti-Bata. Une loi écrite contre un seul nom. Une loi complétée, 15 jours plus tard, par une seconde. La loi Paulin, le 7 avril. Il faut mesurer ce que cela signifie. Une entreprise avait bâti, en quelques années, l'une des plus modernes usines de chaussures d'Europe sur le sol français, employant des ouvriers français, payant l'impôt en France. Et la République avait répondu en votant une loi pour l'empêcher de grandir. La campagne qui accompagna cette loi ne fut pas toujours propre. Les historiens qui l'ont étudiée de près, Florent Lebeau notamment, y ont relevé des relents xénophobes et parfois antisémites contre cette maison venue de l'Est. Le futur président du Conseil, Paul Reynaud, résuma la situation d'une formule cinglante. À ce compte, dit-il, la France risquait de devenir la République des semelles percées. On préférait protéger les fabricants installés plutôt que de laisser les Français se chausser mieux et pour moins cher. Le coup fut rude, car Bata nourrissait de grandes ambitions pour Hélocourt. Le projet initial n'était pas une ville de 1000 habitants. C'était une cité de 16 000, peut-être 32 000 âmes. Un véritable nouveau Zlin en terre lorraine. Le grand architecte Le Corbusier lui-même avait été sollicité et avait dessiné, en février 1936, un projet de 13 immeubles pour la cité. Ce projet ne verra jamais le jour. La loi Le Poulain gèle tout. Battaville restera une petite ville, jamais la métropole rêvée par son fondateur. Et pourtant, c'est là toute la ténacité de la maison. Malgré la loi, malgré les barrières, l'usine continue de tourner, de produire, de grandir,
dans les limites étroites qu'on lui a fixées. À la veille de la guerre, elle emploie 2734 personnes. C'est la première grande épreuve traversée. Une entreprise que l'on avait tenté d'arrêter par le droit et qui avait tenu. Il y en aura une autre, bien plus terrible, et celle-là ne se combattra pas devant un tribunal. En 1939, la guerre revient sur la Lorraine, cette terre frontière qui les avait déjà toutes connues. Batavill se trouve dangereusement près de la ligne de front. L'entreprise organise le repli. Les ouvriers non mobilisés, les machines, une partie de l'activité, sont évacués vers le sud et vers l'ouest, vers l'usine Marbeau, à Neuvic-sur-Lille en Dordogne, et vers Saint-Marcel, à Vernon, dans l'Eure. Puis vient l'exode de mai et juin 1940, cette immense fuite des populations sur les routes de France. Les combats de juin endommagent gravement l'usine. Et Batavill connaît alors le sort le plus étrange de toute son histoire. La cité des chaussures devient une caserne. L'usine est transformée en camp de prisonniers de guerre, puis en centre de remise en état d'effets militaires. On y répare les vêtements de la Luftwaffe. Les halles bâties pour fabriquer des souliers civils servent désormais l'effort de guerre allemand. Songez à ce renversement. Les mêmes murs, les mêmes machines, une toute autre besogne. Pendant ce temps, une partie de la production Bata se poursuit à Sarrebourg, la ville voisine, tant bien que mal. La cité-usine née d'une utopie industrielle avait été rattrapée par l'histoire, comme tant d'autres en Lorraine, cette province où le sol lui-même semble se souvenir des guerres. La paix revient, et avec elle, la reconstruction. Dès la fin de 1945, le travail reprend à Hélocourt avec 1 millier de personnes. Les machines sont réinstallées, les halles endommagées, réparées. Les ouvriers qui avaient été évacués reviennent, retrouvent leur poste, retrouvent la sirène du matin et le réfectoire de midi. C'était un recommencement, et il avait quelque chose d'émouvant. Des hommes qui avaient fui, qui avaient combattu, qui avaient été prisonniers, revenaient pousser la même porte, enfiler le même bleu, reprendre le même geste. L'usine les attendait. Pour une génération qui avait connu la débâcle, retrouver la sirène de 6 heures et l'odeur du cuir, c'était retrouver un ordre du monde qu'on avait cru perdu. Et le moment ne pouvait être mieux choisi. La France sortait de la guerre les pieds nus, ou presque. Il fallait rechausser un pays entier. Les ouvriers qui repartaient à l'atelier, les paysans dans leurs champs, les enfants qui grandissaient, les soldats rentrés du front. La demande était immense, et Bata était, dans tout l'est de la France, l'une des rares maisons capables d'y répondre à grande échelle, avec ses chaînes, ses cadences réglées, ses prix que personne ne pouvait tenir. Ce qui avait sauvé Bata dans la Tchécoslovaquie de 1922, fabriquer beaucoup, fabriquer bon marché, mettre la chaussure à la portée de tous, allait faire sa fortune dans la France de la reconstruction. L'usine tournait de nouveau à plein régime. On réembauchait. Les commandes affluaient de la France entière, et bientôt d'ailleurs. Les ateliers ne désemplissaient plus, du premier au dernier étage des grandes halles de béton et de briques. Et pour la première fois depuis bien des années, l'avenir, à Batavill, semblait entièrement dégagé. Un nouvel architecte tchèque, Vladimir Janita, prend la direction des projets français en 1946. Il a 37 ans. Et, fait nouveau, il commence à décider par lui-même, sans tout attendre de Zlin. Un autre, Joseph Denis, marquera de son empreinte cette reconstruction et les années qui suivent. Il sera le dernier architecte à résider en permanence sur le site jusqu'au tournant des années 70. Car entre-temps, quelque chose d'irréversible s'était produit à l'Est. Les usines tchèques de Bata avaient été nationalisées par le nouveau régime communiste. Le berceau de l'entreprise, Zlin, était perdu. La ville serait même rebaptisée, effaçant jusqu'au nom du fondateur. La maison Bata devenait une organisation sans patrie, dirigée depuis l'Occident, et Hélocourt, brusquement, n'était plus une simple filiale d'une lointaine capitale morave. Elle devenait l'un des grands sites d'un empire contraint de se réinventer, loin de ses origines. Devant l'usine réparée, dans le calme retrouvé de l'après-guerre, personne à Batavill n'imaginait le déclin. Comment l'auraient-ils imaginé ? Ils avaient survécu à une loi votée contre eux. Ils avaient survécu à la guerre,
à l'occupation de leurs propres ateliers, à la perte de la maison mère. Ils avaient tout traversé. Devant eux s'ouvrait la plus longue période de prospérité que la France ait jamais connue. Les 30 Glorieuses commençaient, et Batavill allait entrer, sans le savoir, dans son âge d'or. Chapitre 4. 20 000 paires par jour. Approchez-vous des grilles un matin ordinaire, disons au début des années 60. Il fait encore nuit sur le pays des étangs, une brume traîne au ras des plans d'eau, et le froid de la Lorraine s'insinue partout. Et déjà, sur toutes les routes qui convergent vers Hélocourt, on voit avancer les mêmes silhouettes. Ceux qui viennent à pied, des villages voisins, le col relevé, les mains dans les poches. Ceux que les autobus de l'entreprise ont ramassés dans un rayon de 30 km, arrachés au petit jour de leur ferme ou de leur hameau. Ils convergent tous vers le même point, le long de l'avenue Thomas Bata, cette large artère qui traverse la cité et porte, gravé dans son nom même, celui de l'homme qui avait tout imaginé depuis son avion. Puis, à 6 heures, la sirène. Elle s'élève au-dessus des halles de briques rouges, roule sur les étangs, s'entend jusque dans les villages alentours. Elle ne marque pas seulement le début d'une équipe, elle marque le rythme du monde. À Mousset, on ne réglait pas sa montre sur l'horloge de l'église, on la réglait sur la sirène de l'usine. Les enfants savaient qu'il était l'heure de partir à l'école quand elle sonnait. Les femmes savaient qu'il fallait mettre la soupe à chauffer quand elle sonnait de nouveau, à midi. La sirène était la voix de Batavill, et cette voix appartenait à l'entreprise. Un ancien vous le dirait aujourd'hui encore. On l'entendait dans son sommeil, on la portait dans sa tête, même les jours de repos. On franchit les grilles, on passe devant la pointeuse, ce geste quotidien, cette carte qu'on glisse, ce déclic qui enregistre l'heure d'arrivée, à la minute près. Le temps, chez Bata, ne se devinait pas, il se mesurait. Chaque geste de la journée avait été chronométré, décomposé, optimisé par des méthodes venues de Zlin et affinées depuis des décennies. Ici, on ne fabriquait pas des chaussures à l'ancienne, dans le calme d'un atelier d'artisan penché sur son établi. On les fabriquait à la chaîne, dans le grondement continu de centaines de machines, sous les hautes verrières qui laissaient tomber une lumière grise sur les postes de travail. Il faut dire un mot de cette maîtrise totale, car elle est le secret de la puissance de Bata. L'entreprise ne se contentait pas d'assembler des chaussures. Elle contrôlait toute la chaîne, de la bête à la botte. Le cuir venait de ses propres tanneries. En 1958, Hélocourt se dota même d'une tannerie moderne, capable de produire aussi bien le cuir épais des semelles que le cuir souple des tiges. Rien, ou presque, n'était acheté au dehors. Cette autonomie, héritée directement des principes du fondateur, permettait à Bata de tenir des prix qu'aucun concurrent ne pouvait suivre. C'était une forteresse industrielle, close et complète, qui produisait tout ce dont elle avait besoin. Montez à l'étage où on travaille le cuir. C'est là que tout commence. Les grandes peaux arrivaient de la tannerie, empilées, souples, marquées de leurs nuances. Des ouvriers spécialisés, penchés sur leur table, découpaient dans ces peaux les pièces qui deviendraient l'empeigne du soulier. Un métier de précision. Le cuir coûte cher et une main maladroite gaspille la matière. Ces découpeurs connaissaient chaque défaut d'une peau, chaque zone plus souple ou plus rêche, comme un menuisier connaît le fil du bois. On plaçait le gabarit, on suivait la lame, on tirait le maximum de pièces d'une seule peau. Le geste juste, 1000 fois répété, jusqu'à ce que la main sache toute seule. Descendez d'un étage, vers les ateliers de piquage. Ici, ce sont surtout des femmes, les piqueuses. Penchées sur leur machine à coudre industrielle, elles assemblaient les morceaux de cuir découpés en amont, cousant les tiges à une vitesse que l'œil peinait à suivre. Des heures durant, le même geste, la même couture, dans le vacarme des moteurs et le va-et-vient des courroies. Une piqueuse chevronnée reconnaissait un travail bâclé au premier coup d'œil, sentait sous ses doigts si une couture tiendrait ou lâcherait. Le savoir-faire des femmes de Batavill était réel, difficile, exigeant, et pourtant longtemps considéré comme allant de soi, comme si la dextérité qu'exigeaient ces gestes n'était pas, elle aussi, un métier à part entière,
payé souvent moins que celui des hommes. Puis vient le montage. C'est le cœur de l'usine, l'endroit où le soulier prend enfin sa forme. On tend la tige sur une forme de bois ou de plastique qui donne au pied sa silhouette. On fixe la semelle, collée, cousue ou moulée directement sur la tige selon les modèles et les époques. Les machines à monter, les presses, les convoyeurs qui emmenaient la chaussure d'un poste à l'autre, sans jamais s'arrêter. Chaque ouvrier ne faisait qu'un geste, mais ce geste, il le faisait des milliers de fois par jour, à la perfection, parce que le poste suivant l'attendait et que toute la chaîne dépendait de lui. Un maillon qui faiblit, et c'est toute la ligne qui ralentit. On apprenait vite à ne pas être ce maillon-là. Et à la sortie, le contrôle, l'emballage, la mise en carton. On vérifiait la couture, la semelle, la finition. On rangeait les paires dans leur boîte. Le soulier fini, prêt à partir vers l'un des centaines de magasins Bata de France, où une main inconnue le sortirait un jour de sa boîte pour le tendre à un client qui n'imaginerait jamais la forêt d'étang d'où il venait. Et puis il y avait les jeunes, les apprentis, les gamins tout juste sortis de l'internat ou du centre de formation, qu'on plaçait aux côtés des anciens pour apprendre le métier sur le tas. Un vieux monteur montrait à un gosse de 16 ans comment tendre une tige sans la marquer, comment sentir la colle du bout des doigts, comment ne jamais se laisser distancer par la chaîne. Le savoir se transmettait ainsi, de main en main, de génération en génération, dans le bruit et la fatigue. Rien de ce qu'on écrivait dans un manuel ne valait ce qu'un ancien pouvait vous apprendre en un seul geste. C'était cela aussi, le trésor de Bataville. Non pas seulement des machines, mais des milliers de mains qui savaient. Un savoir-faire accumulé, patient, impossible à improviser, et qu'on ne remplace pas du jour au lendemain. La journée était longue, découpée par les sonneries. On travaillait debout, le plus souvent, ou penché, dans une posture que le corps finissait par épouser sans même y penser. Le bruit ne s'arrêtait jamais. Le martèlement des presses, le sifflement des courroies, le cliquetis des machines à coudre, tout cela fondu en un grondement de fond que l'oreille cessait d'entendre au bout d'une semaine, et qu'on ne remarquait plus que le dimanche, dans le silence anormal de la maison. Et partout, entre les machines, il y avait les hommes et les femmes eux-mêmes. On se connaissait tous. On avait grandi ensemble, on habitait les mêmes rues, on avait usé les mêmes bancs d'école. L'atelier prolongeait le village. On se lançait une plaisanterie d'un poste à l'autre par-dessus le bruit. On couvrait le camarade dont la femme venait d'accoucher et qui n'avait pas fermé l'œil. Le contremaître veillait, bien sûr. La discipline Bata ne plaisantait pas avec les cadences. Mais entre les mailles du règlement circulait une chaleur humaine faite de 1000 petites solidarités que seuls connaissent ceux qui partagent, jour après jour, la même fatigue et le même bruit. Mesurer la cadence. Dans les années 60, à son apogée, l'usine d'Elocourt faisait travailler 2600 personnes, qui fabriquaient plus de 3 millions de paires de chaussures chaque année. Aux plus fortes journées, la production pouvait dépasser 20 000 paires en 24 heures. 20 000 paires. Sorties d'un seul site, dans un coin de forêt et d'étang que rien, 30 ans plus tôt, ne prédisposait à devenir l'un des plus grands centres de fabrication de chaussures de tout le pays. C'était un vacarme, une chaleur, une odeur, celle du cuir, de la colle, de l'huile de machine, mélangée en une signature que les anciens ouvriers, des décennies plus tard, sauraient encore reconnaître les yeux fermés. C'était dur, c'était répétitif. Les journées étaient longues et les gestes usaient les corps. Les dos se voûtaient, les mains s'abîmaient, l'oreille s'habituait au bruit jusqu'à ne plus l'entendre. Mais c'était aussi, pour des milliers de familles lorraines, la certitude d'un salaire, d'un toit, d'un avenir. Et cela, dans la campagne d'où venaient ces hommes et ces femmes, n'avait pas de prix. Chapitre 5. Le bonheur organisé. Car Bataville, il faut y insister, n'était pas seulement une usine. C'était un monde. Un monde complet, clos sur lui-même, où l'entreprise avait pensé pour vous tout ce qu'une vie pouvait contenir. Prenez le repas de midi. En France, le déjeuner n'est pas une simple pause. C'est un moment presque sacré, une institution. Et Bataville avait sa cantine, où l'on mangeait chaud, assis, correctement, entre camarades d'atelier.
Ce n'était pas un sandwich avalé debout près de la machine. C'était un vrai repas, avec son entrée, son plat, son fromage. La civilisation à l'intérieur de la halle industrielle. La sirène de midi vidait les ateliers, et pendant 1 heure, les ouvriers redevenaient des hommes et des femmes attablés, qui parlaient de tout et de rien, de la partie de basket du dimanche, du gamin qui rentrait de colonie. La même salle, le soir venu, se transformait parfois en salle de bal. On y travaillait, on y mangeait, on y dansait. La cantine de Batavill contenait presque toute une vie sociale. Vous vouliez vous baigner l'été ? L'entreprise avait ouvert, dès 1938, la première piscine de plein air de toute la Moselle. Vos enfants voulaient faire du sport ? Le Sporting Club Batavill les accueillait, et son équipe de basket portait le nom de la cité dans toute la Lorraine, gagnant des matchs, forgeant une fierté locale qui débordait largement les grilles de l'usine. Vous vouliez aller au cinéma ? Il y avait une salle, avec le parlant dès 1934, une bibliothèque, une société de musique, un ciné-club. Vous aviez besoin de vous couper les cheveux, de poster une lettre, d'acheter de quoi manger ? Coiffeur, poste, magasin, blanchisserie, tout était là, entre les grilles. Et pour les enfants, on finit même par bâtir, en 1973, un collège, afin que la génération suivante n'ait pas à quitter le pays pour étudier. Et l'été, les enfants des ouvriers partaient en colonie de vacances, vers la montagne, vers la mer, des lieux que leurs parents, pour beaucoup, n'avaient jamais vus de leur vie. Un gamin de Mousset découvrait les Alpes ou la Méditerranée grâce à l'entreprise qui employait son père. Il en revenait avec des images plein la tête et le sentiment, diffus mais profond, que Bata ne se contentait pas de payer un salaire. Bata prenait soin. Il y avait aussi les jardins. Derrière les maisons de la cité, les familles cultivaient leurs lopins, pommes de terre, haricots, quelques poules, un clapier au fond. On sortait de la halle bruyante pour retrouver la terre, le soir et le dimanche, comme pour se rappeler d'où l'on venait. Et pour les femmes, la journée ne s'arrêtait pas à la sortie de l'atelier. Après des heures de piquage, il fallait rentrer, faire la soupe, tenir la maison, s'occuper des enfants, du linge, du jardin. Beaucoup menaient ainsi 2 journées en une seule, sans que personne songeât à trouver cela remarquable. C'était l'ordre des choses. C'était la vie ouvrière, à Batavill comme ailleurs. Et la ville elle-même racontait cette organisation dans sa géographie. Les maisons des cadres, plus vastes, plus proches de la forêt et du calme, les logements ouvriers, les collectifs, les internats des célibataires, disposés selon un ordre qui reproduisait, dans l'espace, la hiérarchie de l'usine. À Batavill, votre adresse disait votre rang. On savait, rien qu'à voir où habitait un homme, ce qu'il faisait derrière les grilles. Rien n'était laissé au hasard, pas même la manière dont on se logeait, pas même la distance qui séparait votre porte de celle du directeur. Un dimanche à Batavill avait sa liturgie. Le matin, la messe pour ceux qui y allaient, le jardin pour les autres. L'après-midi, le match de basket, où tout le pays se retrouvait pour encourager les couleurs de la cité. Le soir, peut-être, une séance au cinéma de l'entreprise. On ne quittait pas Batavill pour se divertir. Batavill se suffisait. Il n'y avait guère de raison d'en sortir, et beaucoup, de fait, en sortaient peu. On naissait, on travaillait, on se distrayait, on mourait dans le même périmètre de quelques centaines de mètres, à l'ombre des mêmes bâtiments. Pour les uns, c'était douillet, protecteur, rassurant. Pour les autres, avec le recul des années, cela ressemblait à un horizon qu'on n'avait jamais eu le loisir d'élargir. Pour un enfant de Batavill, l'avenir était tout tracé, et cela n'avait rien d'anté rassurant. On savait où l'on irait travailler. On savait qu'on y serait logé, formé, occupé, soigné. L'usine était un destin, offert d'avance, qu'on acceptait comme on accepte le climat ou la langue de son pays. Peu songeaient à le refuser. Peu, d'ailleurs, imaginaient qu'on pût vivre autrement. C'est là, exactement, que se joue toute l'ambiguïté de Batavill. Car ce bonheur était organisé, réglé, distribué d'en haut. L'historien Alain Gatti, qui a consacré des années à étudier cette cité et son système, a trouvé le mot juste. Il refuse de parler de système totalitaire, car, dit-il,
la violence physique en était absente. Il préfère parler d'un système totalisant. Il s'agissait, écrit-il, de prendre l'individu dans un tout, de l'enfermer dans une bulle au service de l'idéologie de l'entreprise. Vous naissiez à Bata, vous grandissiez à Bata, vous appreniez un métier à Bata, vous vous logiez, vous vous distrayiez, vous vous mariiez, vous vieillissiez à Bata. La cité vous tenait du berceau à la retraite. La preuve la plus frappante de cette emprise se lit dans la pierre elle-même. Quand on bâtit enfin une église à Bataville, en 1962, on l'a voulue belle. Mais on prit soin, dit-on, de la construire moins haute que les bâtiments de l'usine. Le message était clair, gravé dans le paysage. À Bataville, rien ne devait dominer l'usine, pas même le clocher. On était Bata comme on est d'une famille ou d'un village. Cela se disait avec fierté. Je suis rentré à Bata en telle année. On comptait ces années de maison comme d'autres comptent leurs états de service. Le 1er mai, les décorations et les cadeaux d'ancienneté scellaient publiquement cette appartenance. Et quand un ouvrier prenait sa retraite après 40 ans de bons et loyaux services, il ne quittait pas seulement un emploi, il quittait une partie de lui-même, un monde qui l'avait tenu, nourri, encadré, défini, depuis le jour lointain où il avait poussé pour la première fois la porte de l'internat. Et pourtant, il faut rendre justice à ce que les gens ont vécu. Pour la plupart des familles de Mousset et des villages alentours, Bata représentait une ascension formidable. Songez à ces logements avec salle de bain, en pleine campagne, quand tant de fermes n'avaient encore que le puits et l'appentis au fond de la cour. Songez à cette sécurité de l'emploi, transmise parfois du père au fils, du grand-père au petit-fils. Des familles entières avaient bâti 3 générations autour de la même usine. La commune de Mousset, qui comptait 262 habitants en 1931, en comptait plus de 1000 au milieu du siècle. L'usine avait fait pousser une population autour d'elle. Elle n'était pas dans le pays, elle était le pays. Il faut aussi être honnête. Ce monde-là a duré longtemps sans révolte. La première véritable contestation salariale n'éclate qu'en mai 1968, quand la France entière se soulève. Jusque-là, à Bataville, on ne se plaignait guère à voix haute. Non par lâcheté, mais parce que le pacte semblait tenir. Vous donnez votre travail et votre loyauté à l'entreprise, et l'entreprise, en retour, vous donne une vie. Ce pacte, cette confiance presque filiale, était le fondement même de la cité. On se sentait moins salarié d'une firme que membre d'une grande famille dont le patron, lointain et paternel, veillait sur les siens depuis l'autre bout du monde. Retenez cette confiance, retenez ce mot de famille, car c'est précisément cette croyance, l'idée qu'un père ne peut pas abandonner ses enfants, qui rendra le réveil un jour si brutal. Une génération avait été élevée dans la certitude que leur entreprise ne pouvait pas mourir, que quoi qu'il arrive, Bata serait toujours là. On leur avait appris à vivre, à penser et à travailler Bata. On ne leur avait jamais appris à imaginer Bataville sans Bata. Chapitre 6. Le logo rouge. Sortez maintenant des grilles, sortez de la Lorraine, et regardez ce que ce nom représentait, dans ces années-là, pour la France entière. Il représentait une évidence. Le logo rouge de Bata, on le connaissait de Lille à Marseille, de Brest à Strasbourg. Il était sur les enseignes des grandes rues commerçantes, dans les vitrines, sur les boîtes de carton qu'on remportait sous le bras. Bata, c'était la chaussure qu'on achetait pour la rentrée des classes, la chaussure de travail du père, la première paire de l'enfant, les tennis qu'on usait sur les terrains vagues jusqu'à la corde. Une marque populaire, accessible, présente partout, au point qu'on en oubliait presque qu'elle avait une origine, une usine, des ouvriers quelque part en Moselle. Elle faisait tellement partie du décor qu'elle en devenait invisible, comme le sont les choses dont on croit qu'elles seront toujours là. La marque était entrée dans la langue et dans les habitudes. On disait « je vais acheter des Bata »
comme on nomme un objet du quotidien, sans plus penser au nom propre qu'il y avait derrière. Les réclames vantaient la solidité, le prix, le bon sens. Ce n'était pas une marque à laquelle on rêvait, c'était une marque à laquelle on se fiait. Elle n'avait pas le prestige des grands noms de la mode, elle avait mieux, à sa manière, la confiance tranquille de millions de familles modestes qui savaient qu'une paire de Bata durerait et ne ruinerait personne. Les chiffres de cette présence donnent le vertige. En 1980, Bata comptait 416 magasins en France, dont 358 lui appartenaient en propre. 416 points de vente. Le pays était quadrillé. Et ce réseau ne cessait de croître. 7 ans plus tard, on en comptait 457. Là où d'autres fabricants dépendaient des détaillants, Bata possédait ses propres boutiques, contrôlant la chaîne entière, de la peau brute posée sur la table de coupe jusqu'aux souliers tendus aux clients par-dessus le comptoir. Aucun intermédiaire, aucune marge perdue. La même logique de maîtrise totale qui régnait dans l'usine régnait jusque dans la rue commerçante. La production suivait. À la fin des années 70, les 3 usines françaises de Bata, Hélocourt en Lorraine, mais aussi Vernon dans l'Eure et Neuvic en Dordogne, fabriquaient ensemble près de 10 millions de paires par an. Et l'entreprise exportait. 4 millions de paires quittaient la France, soit près de 7,6% de toutes les exportations françaises de chaussures. Une entreprise née tchèque, installée par contrainte douanière en Lorraine, était devenue l'un des porte-drapeaux de la chaussure française à l'étranger. L'ironie était totale, et personne, à l'époque, ne songeait à s'en offusquer. Car derrière l'usine mosellane, il y avait l'ombre immense du groupe mondial. Bata chaussait l'Afrique, l'Asie, les Amériques. Ses magasins s'ouvraient sur tous les continents. Son nom se lisait dans des langues et des alphabets que les ouvriers d'Hélocourt n'auraient pas su déchiffrer. Appartenir à cet empire donnait à la cité lorraine une stature qui dépassait de loin ses quelques milliers d'âmes. On n'était pas une petite usine perdue dans les étangs. On était un maillon d'une chaîne qui faisait le tour de la terre. Cette grandeur empruntée, lointaine, était pourtant vécue comme une protection. Un tel géant, pensait-on, ne pouvait pas laisser tomber l'un des siens. Certains produits devinrent de véritables emblèmes. La Tennis Bata, cette chaussure de toile à bout de caoutchouc, fut l'un des plus grands succès de vente de tout le groupe. Simple, robuste, bon marché, elle chaussa des générations d'enfants et de sportifs du dimanche. On la portait au patronage, à la kermesse, sur les terrains de foot improvisés, dans les cours d'école. Elle n'avait rien de luxueux. C'était précisément là son génie, et le génie de toute la maison Bata, fidèle jusqu'au bout à l'intuition première de son fondateur. La chaussure correcte, pour tout le monde, à un prix que tout le monde pouvait payer. Un demi-siècle après que Tomasz Bata eut inventé la Batovka pour chausser les pauvres de Moravie, la même idée chaussait les enfants de France. Voilà ce qu'était Bata au fait de sa puissance. Pas une marque de niche, pas un nom oublié dans un coin. Un pan entier de la vie quotidienne des Français, présent dans les rues, dans les vitrines, dans les placards à chaussures. Et derrière cette évidence nationale, il y avait toujours, quelque part au fond de la Moselle, ces halles de béton et de briques, ces 2600 ouvriers, cette sirène qui sonnait à 6 heures. La cité oubliée qui chaussait un pays. Chapitre 7. Le sommet. Il y eut un moment où tout cela sembla devoir durer toujours. Au tournant des années 60 et 70, Bataville était à son plus haut. Les commandes affluaient, les chaînes tournaient à plein. En 1971, l'usine faisait encore travailler jusqu'à 2200 personnes et produisait 4 650 000 paires dans l'année. La cité vivait, grouillante, animée, sûre d'elle-même. Les jeunes qui sortaient de l'école du pays savaient qu'un emploi les attendait derrière les grilles, comme il avait attendu leur père. Les logements étaient pleins, la piscine se remplissait l'été, l'équipe de basket disputait ses matchs devant les familles. Rien, dans le paysage de Bataville, n'annonçait la fin. Et l'on comprend qu'on ne l'ait pas deviné. L'entreprise appartenait à un groupe mondial, l'un des plus grands fabricants de chaussures de la planète, présent sur tous les continents, dirigé par une dynastie qui portait le nom même de la marque. Un géant. Un empire familial que rien ne semblait pouvoir ébranler. À Bataville, on se sentait à l'abri, adossé à cette puissance lointaine. On était même devenu avec le temps
le dernier grand site de production du groupe en Europe. Un fleuron. Et un fleuron, croyait-on, cela se protège. On en tirait une fierté tranquille. Nous sommes les derniers, donc les meilleurs, donc les intouchables. Les cadres de la maison partageaient cette assurance. On investissait encore, on modernisait, on formait la relève. Dans les rapports, dans les discours du 1er mai, l'avenir se conjuguait au présent. Batavill produisait, Batavill vendait, Batavill durerait. Personne, à ce moment-là, ne rédigeait de notes prévoyant la fin. On n'en voyait pas la raison. On était au sommet, et du sommet, la pente qui descend de l'autre côté reste toujours invisible à ceux qui s'y tiennent. C'est le propre des sommets. On y respire un air léger, on croit voir loin. Et pourtant, debout sur ce point culminant, personne à l'intérieur de ces murs ne pouvait voir le monde qui, déjà, commençait à se refaire autour d'eux. Personne ne voyait que très loin de la Lorraine, dans d'autres pays, sur d'autres continents, on apprenait à fabriquer des chaussures pour bien moins cher encore. Personne ne mesurait qu'une entreprise mondiale, un jour, pourrait très bien décider que produire en Moselle ne valait plus la peine. Personne, à Batavill, n'imaginait que la logique même qui avait fait naître la cité, fabriquer là où c'est le plus avantageux, contourner ce qui coûte, pourrait un jour se retourner contre elle et la frapper au cœur. Les ateliers résonnaient encore du bruit des machines. La sirène sonnait toujours à 6 heures. Le cuir sentait toujours le cuir. Et sur toutes les routes du pays des étangs, chaque matin, les mêmes silhouettes convergeaient vers les mêmes grilles, sûres que demain ressemblerait à hier. C'était l'apogée. Le point le plus haut avant la chute. Et personne, dans le vacarme heureux de ces halles, n'entendait le silence qui, un jour, viendrait tout recouvrir. Chapitre 8. Le monde qui se referme. Le déclin ne commence jamais par un fracas. Il commence par des signes que personne ne veut lire. Les premiers, à Batavill, apparaissent dans les années 80. Le monde qui avait porté l'usine pendant un demi-siècle était en train de changer, silencieusement, irréversiblement. Les chocs pétroliers avaient clos l'ère des 30 glorieuses. La consommation se transformait. Et surtout, très loin de la Lorraine, une nouvelle géographie de la chaussure se dessinait. En Asie, en Europe de l'Est, on apprenait à fabriquer des souliers pour une fraction de ce que coûtait une paire produite en Moselle. Des ouvriers payaient 10 fois moins. Des usines sans cité ouvrière, sans piscine, sans colonie de vacances, sans cantine à midi. Rien que la chaîne et le prix le plus bas possible. Face à cela, une usine comme Batavill ne pouvait pas lutter sur les prix, et personne n'attendait d'elle qu'elle le fasse. Sa force était ailleurs, dans la qualité, dans le savoir-faire, dans des décennies d'expérience accumulées dans les mains de ses ouvriers. Mais la qualité coûte, le savoir-faire se paie, et dans un marché qui se mettait à courir après le moins-disant, ces vertus-là, patiemment bâties, devinrent soudain des charges. On avait passé 50 ans à faire de Batavill un modèle. On allait passer les années suivantes à lui reprocher d'être exactement ce qu'on en avait fait. Or, c'était précisément cette logique, fabriquée là où c'est le moins cher, qui avait fait naître Batavill 60 ans plus tôt. Tomasz Bata était venu en Lorraine pour contourner les douanes, pour produire au plus près du marché, au plus juste prix. La même logique, désormais, désignait d'autres continents. Et l'usine qui était née de ce calcul allait, un jour, en mourir. L'entreprise, elle, avait déjà pris acte du basculement. Après les bouleversements des années 90, le groupe Bata ferma les unes après les autres ses usines dans les pays développés et concentra ses efforts sur la distribution, sur le magasin plus que sur l'atelier. On ne voulait plus fabriquer là où cela coûtait cher. On voulait vendre. Et puis il y eut 1989. La chute du communisme. L'effondrement du rideau de fer. Pour la plupart des entreprises, un événement lointain. Pour Bata, un séisme intime. Car la Tchécoslovaquie, c'était le berceau. C'était Zlín, la ville du fondateur, confisquée par les communistes en 1946. En décembre 1989, le nouveau président tchécoslovaque, l'écrivain Václav Havel, invita personnellement Tomáš J. Bata, le fils du fondateur, à revenir au pays. Le vieil homme, qui dirigeait l'empire depuis Toronto, revit la terre de son père. Une coentreprise fut scellée à la fin de 1991.
Bata rentrait chez lui. Comprenez ce que cela signifiait, vu de Mousset. L'entreprise retrouvait ses racines à l'Est, dans un pays où la main-d'œuvre était bon marché, où tout était à reconstruire, où l'on pouvait produire pour presque rien. Le cœur du groupe se déplaçait, et la Lorraine, brusquement, n'était plus le fleuron européen dont on tirait fierté. Elle devenait une usine chère, dans un pays cher, que le groupe familial regardait désormais d'un œil froid. Les signaux s'accumulèrent, pour qui voulait les voir. En France, Bata avait déjà commencé à se défaire de son appareil industriel. La maison avait racheté d'autres fabricants de chaussures, Myris et Hérault, en 1986, puis les avait revendus ou démantelés. Hérault et ses magasins en 1995, les usines Myris de Limoux, Toulouse et Carcassonne entre 1996 et 1998. Et à Hélocourt même, en août 1996, on ferma la tannerie. La tannerie, ce symbole de l'autonomie totale, cette maîtrise de la filière du cuir dont l'entreprise avait tiré sa force pendant des décennies. On la ferma. Pièce par pièce, le groupe désarmait son propre outil. En 1997, le couperet tombe une première fois. Un plan social supprime plus du quart des effectifs de Mousset. Plus du quart. En une seule décision. Ceux qui restaient comprirent alors, s'ils ne l'avaient pas encore compris, que quelque chose s'était brisé dans le pacte. Que le père, peut-être, n'était pas si sûr de vouloir garder tous ses enfants. Il faut pourtant se souvenir de ce que cette usine avait déjà traversé, pour mesurer à quel point ses ouvriers pouvaient se croire à l'abri. Elle avait survécu à une loi votée pour l'étouffer. Elle avait survécu à la guerre, à l'exode, à l'occupation de ses propres ateliers par l'armée allemande. Elle avait survécu à la nationalisation de sa maison mère, à la perte de Zlin, au déracinement de tout un empire. Elle avait survécu au choc pétrolier, à la fin des 30 Glorieuses. Elle avait tout encaissé, tout absorbé, tout recommencé. Une usine qui a résisté à cela pouvait légitimement se croire indestructible. Et c'est précisément cette conviction qui allait la désarmer. Le plan social de 1997 aurait dû être le signal. Plus de 200 emplois supprimés d'un coup, dans une cité qui n'avait jamais connu cela. Des familles frappées, des ateliers dégarnis, des places vides à la cantine de midi. Et pourtant, l'espoir tint bon. On se dit que c'était une mauvaise passe, un ajustement, que le pire était derrière. On avait tellement besoin de le croire. Quand toute une vie a été bâtie sur une certitude, on s'accroche à cette certitude bien au-delà du raisonnable, parce que la lâcher, ce serait lâcher tout le reste avec elle. Et pourtant, une part d'eux refusait d'y croire. Ils étaient les derniers. Le dernier grand site de production de Bata en Europe. Ils se disaient qu'on ne ferme pas son dernier joyau. Ils se disaient que leur savoir-faire, accumulé sur 3 générations, valait quelque chose. Ils avaient raison sur le savoir-faire. Ils avaient tort sur ce que la direction en ferait. Car à Toronto, dans le grand siège du groupe, la conviction inverse s'installait. Le groupe ne voulait plus produire en Moselle. C'était aussi simple et aussi brutal que cela. Restait à savoir comment on s'y prendrait pour le dire. Chapitre 9. Toronto décide. Il faut maintenant parler de ceux qui décidaient. Parce que les usines ne meurent pas toutes seules. Des hommes signent des décisions dans des bureaux très loin des ateliers. Le sommet du groupe, dans les années 90, traversait une période de flottement. Thomas J. Bata, le fils du fondateur, l'homme qui avait reconstruit l'Empire depuis le Canada et l'avait dirigé pendant près de 40 ans, se retira de la direction opérationnelle au milieu de 1994. Après lui, la valse. D'abord un Canadien venu de l'agroalimentaire, Stanley Heath, resté environ 1 an. Puis Rino Rizzo, un homme de la maison depuis les années 60. Puis, en 1999, un dirigeant nommé Jim Pantelidis, venu non pas de la chaussure, mais de la distribution d'essence. Il arrivait de Petro-Canada. Un homme qui n'avait jamais fabriqué un soulier de sa vie et qui voulait régionaliser les gammes du groupe.
Aucun de ces hommes n'était un monstre. Ils faisaient leur métier de dirigeant dans la logique qui était la leur. Optimiser, rationaliser, réduire les coûts, satisfaire les grands équilibres du groupe. Mais aucun d'eux, sans doute, n'avait jamais entendu la sirène de 6 heures. Aucun n'avait vu le petit matin se lever sur les étangs, ni les autobus déverser les ouvriers transis, ni la cantine s'emplir à midi. Pour eux, Mousset n'était pas un lieu, c'était une donnée, une ligne dans un tableau, un poste de coût dans une consolidation mondiale. Et l'on ne pleure pas une ligne qu'on efface d'un tableur. Voilà qui décidait, à des milliers de kilomètres, du sort d'une cité mosellane bâtie sur le cuir et la sueur de 3 générations. Des dirigeants qui se succédaient trop vite pour connaître l'usine, qui raisonnaient en actif et en passif, en marge et en région, et pour qui Bataille n'était qu'une ligne dans un tableau, une ligne coûteuse dans un pays coûteux qu'on pouvait effacer. La décision de fond, celle qui commandait toutes les autres, avait été prise ailleurs, en amont, dans la logique même du groupe. Ne plus produire dans les pays riches. Fermer les usines occidentales. Se recentrer sur la vente et sur la fabrication à bas coût. Le groupe l'avait fait au Canada. L'usine historique de Batawa, berceau nord-américain de la famille, ferma ses portes en 2000. Les magasins Bata canadiens suivirent en 2001. Si le groupe fermait son propre berceau canadien, quelle raison aurait-il d'épargner une usine lorraine? L'assèchement fut méthodique. On cessa d'investir. Les machines vieillissaient. On ne renouvelait plus l'outil comme on l'aurait dû. C'est une manière de tuer une usine qui ne fait pas de bruit. Il suffit de ne plus rien y mettre. De la laisser lentement perdre sa compétitivité, faute d'entretien, puis de constater, l'air désolé, qu'elle n'est plus compétitive. Le raisonnement est imparable, et il est malhonnête, car il fabrique lui-même la conclusion qu'il prétend découvrir. On aurait pu faire l'inverse. On aurait pu investir dans le dernier grand site européen du groupe, moderniser l'outil, miser sur la montée en gamme, sur la qualité française, sur la proximité du marché européen, comme d'autres chausseurs, au même moment, choisissaient de le faire pour survivre. Le voisin Mephisto, à Sarrebourg, tenait bon en misant précisément sur le haut de gamme et le fabriqué en France. Ce chemin existait, d'autres l'ont pris. Bata ne l'a pas pris. Non par fatalité, mais par choix. Le groupe avait décidé que son avenir était ailleurs et il n'allait pas dépenser 1 franc de plus pour retenir une usine qu'il avait déjà, dans sa tête, abandonnée. C'est tout le poids de ce mot qu'il faut entendre. Pas condamner, abandonner. Pendant ce temps, sur place, les ouvriers continuaient. Ils faisaient tourner un outil qu'on ne modernisait plus. Ils tenaient les cadences avec des machines d'un autre âge. Ils mettaient dans leur travail la même conscience que leur père, la même fierté du geste bien fait, sans savoir qu'à Toronto, la messe était dite. Que la question n'était plus de savoir si Bataille fermerait, mais quand et à quel prix pour le groupe. Il y avait là une injustice profonde, et elle tenait tout entière dans un décalage. D'un côté, des hommes et des femmes qui croyaient encore au pacte, qui donnaient leur travail en échange d'une promesse de durée. De l'autre, une direction lointaine pour qui ce pacte n'avait jamais été qu'un arrangement provisoire, révocable au premier changement de stratégie. Les ouvriers de Mousset pensaient appartenir à une famille. Ils appartenaient à un actif. Songez à ce que cela veut dire, concrètement, jour après jour. Un homme se levait à 5 heures, prenait l'autobus dans le noir, passait sa journée penché sur une machine qu'on ne réparait plus qu'à moitié, rentrait fourbu et recommençait le lendemain, persuadé de tenir sa part d'un contrat que l'autre partie, elle, avait déjà déchiré en silence. Il croyait bâtir un avenir. On l'employait à liquider un passif. Toute la cruauté de ces années tient dans ce malentendu. Pendant que les ouvriers travaillaient, en haut, on travaillait à les licencier. Et nul ne leur avait dit que la partie était finie avant même qu'ils aient cessé de jouer. Chapitre 10. Les comptes en trompe-l'œil. Restait à présenter la facture. Et pour fermer une usine, il faut un argument. L'argument, ce sont les pertes. La direction avança un chiffre. Le site de Mousset aurait perdu 42 100 000 francs au cours de l'année 2000. Un chiffre lourd,
présenté comme sans appel. Une usine qui perd tant d'argent, disait-on, ne peut pas être sauvée. La raison économique parlait, froide, définitive. Mais les chiffres, quand on les regarde de plus près, racontaient une autre histoire. Car si l'atelier de Mousset était présenté comme déficitaire, le réseau de distribution de Bata en France, lui, dégageait la même année un bénéfice de 17 800 000 francs. Et la holding qui coiffait l'ensemble des activités françaises, la société Bata SA, affichait pour 2000 un bénéfice de 8 400 000 francs. Autrement dit, on isolait comptablement la partie qui perdait, on la présentait seule, on en faisait la preuve qu'il fallait fermer. Tout en encaissant, par ailleurs, les bénéfices que cette même usine permettait de réaliser en aval dans les magasins qui vendaient ses chaussures. Ce tour de passe-passe n'échappa pas à tout le monde. Le commissaire aux comptes de l'entreprise, le cabinet Ernst & Young Audit, déclencha une procédure d'alerte et refusa de certifier les comptes de l'année 2000. Refusa de les certifier. Il fallut qu'un tribunal, celui de Metz, ordonne une expertise, le 17 octobre 2001, pour y voir clair. Quand le commissaire aux comptes lui-même refuse de garantir la sincérité des comptes que la direction présente pour justifier une fermeture, c'est que quelque chose, dans ces comptes, ne tient pas debout. Un observateur de l'époque eut une image restée célèbre parmi les salariés. Les pertes de Bata, disait-il, ressemblaient à celles d'un homme qui se plaindrait d'un découvert de 100 francs à sa banque, tout en gardant chez lui un bas de laine de 100 millions. On isolait la petite ligne qui saignait, on taisait la grande caisse qui débordait. Et sur la foi de la petite ligne, on décrétait qu'il fallait tout arrêter, tout fermer, renvoyer tout le monde. La comptabilité peut dire à peu près ce qu'on veut lui faire dire, pourvu qu'on choisisse bien ce qu'on met dans la colonne et ce qu'on en sort. Et puis il y a l'homme. Car cette fermeture avait un visage en France, un nom. Bernard Dupont, président-directeur général de Bata SA, la holding qui chapeautait toutes les activités françaises du groupe. Il occupait aussi une fonction de direction à Mousset même, et résidait tout près, à Réchicourt-le-Château. C'était lui l'exécutant français de la décision venue de Toronto. Ce qu'on apprit de lui pendant le conflit acheva de mettre le feu aux poudres. Un rapport interne, divulgué au plus fort de la crise, faisait état de sa rémunération. Elle serait passée de 850 000 francs à 1 400 000 francs. Le même document évoquait un bonus pouvant atteindre 6 millions de francs. Un bonus lié, disait-on, à sa capacité à rendre l'abandon de la production de Mousset le moins coûteux possible pour le groupe. 6 millions de francs pour fermer proprement l'usine. Et une indemnité de départ de 2 500 000 francs. Laissons ces chiffres côte à côte, sans les commenter, car ils se commentent eux-mêmes. D'un côté, des ouvrières et des ouvriers dont beaucoup étaient payés au salaire minimum. De l'autre, un dirigeant à qui l'on promettait, disait ce rapport, une prime de plusieurs millions pour organiser la disparition de leur emploi au meilleur compte. Voilà ce que les salariés de Bataville découvrirent en juin 2001. Et il y a une chose que Bernard Dupont fit, à ce moment précis, qui résume tout. Au plus fort du conflit, il disparut. Il disparut de son domicile. On ne le trouvait plus. Le président directeur général de l'entreprise s'était évanoui, le temps que l'orage passe. Cette disparition, à elle seule, en disait plus long que tous les communiqués. Les salariés, eux, ne pouvaient disparaître. Ils étaient là, chaque matin, sous le regard de leurs voisins, de leurs enfants, de toute la cité. Ils portaient leur sort à visage découvert. Et pendant qu'ils veillaient devant les grilles, l'homme censé leur expliquer ce qui leur arrivait était introuvable. Il y a des absences qui parlent. Celle-là disait aux ouvriers de Bataville, mieux que n'importe quel mot, la place exacte qu'ils occupaient dans les calculs de ceux qui décidaient de leur vie. Le patron avait disparu. Les ouvriers, eux, étaient toujours là, devant les grilles. Chapitre 11. Juin 2001. Les piquets et la couronne. Tout se noua en quelques semaines, au début de l'été 2001. Le déclencheur fut un courrier anonyme. Une lettre,
glissés on ne sait par qui révélaient aux salariés les projets réels de la direction. Ce qu'ils redoutaient sans oser le dire était désormais écrit noir sur blanc. On allait fermer. Le 6 juin 2001, la grève commence. Et avec elle, les piquets. Jour et nuit, 24 heures sur 24, des salariés se relaient à la porte de l'usine. Leur premier objectif est simple, concret, presque désespéré. Empêcher que ne sortent les 450 000 paires de chaussures stockées dans le dépôt. Car ils l'ont compris. Si le stock part, l'usine n'a plus de raison de rouvrir. Ces cartons entassés sont leur dernier moyen de pression. Alors ils montent la garde, sur des chaises, autour d'un brasero, dans le petit matin frais du pays des étangs, comme on veille un malade. Le 18 juin, ils bloquent jusqu'à l'accès des piétons, avec des chariots. Le même jour, un comité d'entreprise extraordinaire, tenu à la sous-préfecture de Sarrebourg, confirme ce que la lettre annonçait. La liquidation se prépare. C'est 3 jours plus tard, le 21 juin, que Bernard Dupont refait surface. Le président directeur général, introuvable depuis le début du conflit, réapparaît à un comité d'entreprise tenu, cette fois, sous la protection de la préfecture de Metz. Il faut imaginer la scène. D'un côté, des salariés qui campent nuit et jour devant leur usine, dans le froid du petit matin. De l'autre, un dirigeant qu'il a fallu aller chercher, escorté par les pouvoirs publics, venus leur signifier la fin. Tout le divorce entre ces deux mondes tient dans cette image. Ceux qui veillaient dehors et celui qui avait disparu. La résistance s'organise. Une intersyndicale rassemble la CFDT, la CGT et la CGC. Et une femme en devient le visage et la voix. Anita Marshall, porte-parole de l'intersyndicale. C'est elle qui parle aux journalistes, qui tient la ligne, qui incarne, dans les mois qui suivent, la dignité d'une lutte qu'on s'est perdue d'avance, mais qu'on refuse d'abandonner. Il faut dire ce qui rend ce conflit singulier. À Batavill, ce ne sont pas seulement les ouvriers qui se dressent, c'est aussi l'encadrement. Les cadres, les employés, les techniciens, ceux que le paternalisme avait le plus choyés, se tiennent aux côtés des ouvriers. Toute la cité, toute la famille Bata se retrouve du même côté des grilles, face à un patron devenu invisible et à un groupe lointain. La solidarité déborde vite les limites de la Moselle. Dès le 19 juin, 90 000 francs sont collectés en soutien. Des délégations viennent de Dieuze, de Nancy, de l'usine Renault de Batilly, des ouvriers de chez LU à Ris-Orangis. Le monde ouvrier reconnaît, dans le sort de Batavill, quelque chose de son propre destin. Il y avait sur ces piquets des visages qu'on n'attendait pas. Des retraités de l'usine, des hommes et des femmes qui avaient donné 40 ans de leur vie à Bata, revenaient monter la garde aux côtés des actifs. Ils n'avaient plus rien à défendre pour eux-mêmes. Ils venaient défendre ce que l'usine avait été, ce qu'elle avait représenté, l'honneur d'une cité. On tenait les grilles le jour, la nuit, sous la pluie fraîche de juin, autour d'un brasero et d'un café. On partait sur les marchés de la région, tract en main, expliquer aux gens ce qui se tramait. On menait des opérations escargots sur les routes, ralentissant la circulation pour que nul, en Lorraine, n'ignore le sort de Batavill. C'était la lutte de ceux qui savent qu'ils ne gagneront pas, et qui refusent malgré tout de s'en aller en silence. Le 20 juin, une manifestation régionale à Metz rassemble environ 800 personnes, le double de la semaine précédente. Et dans le cortège, un objet dit tout. Une couronne mortuaire, promenée devant un magasin Bata. On enterre l'entreprise dans la rue. On la met en terre, symboliquement, sous les yeux de la marque qui avait été leur fierté. La presse s'empara de l'affaire. Batavill, cité trahie, titrait un grand quotidien national. Le mot était lâché. Trahison. Car c'est bien ainsi que le pays commença à voir cette histoire. Non pas la faillite d'une entreprise dépassée, mais l'abandon délibéré d'une cité fidèle par un groupe qui avait les moyens de la sauver et n'en avait pas la volonté. L'opinion, d'instinct, se rangea du côté des ouvriers. Elle sentait dans leur sort quelque chose qui la dépassait.
le sort de toute une France qui fabriquait encore et qu'on démontait pièce par pièce. Puis vient le moment le plus déchirant. Le 25 juin 2001, les salariés votent, à bulletin secret, sur la reprise du travail. Le résultat dit toute la division d'un peuple ouvrier acculé. 490 pour la reprise, 215 contre, 2 bulletins nuls, sur 707 votants, dans une usine qui comptait encore, au début de la grève, 875 salariés. On reprend le travail faute de mieux, sans illusion. Certains y voient une trahison, d'autres la seule manière de ne pas tout perdre d'un coup. Aucun de ces votes n'était lâche. Tous étaient des choix impossibles, faits par des gens qu'on avait mis au pied du mur. La lutte continuera sous d'autres formes, opération escargot, présence sur les marchés, blocage filtrant, mais chacun sent que le sort en est jeté. Les responsables politiques défilent. Le 16 juillet, Robert Hue, secrétaire national du Parti communiste, vient s'adresser aux salariés. Le secrétaire d'État à l'industrie, Christian Pierret, dénonce publiquement les méthodes de Bata. Mais ce qu'il propose concrètement, c'est l'extension à la chaussure d'un dispositif de cessation anticipée d'activité, une pré-retraite en somme. Pour des salariés souvent payés au salaire minimum, dont beaucoup ont encore de longues années devant eux, c'est dérisoire. L'État s'indigne, mais l'État ne sauve pas l'usine. Et il y a dans cette impuissance quelque chose de très français et de très amer. L'État avait bâti, protégé, subventionné tant d'industries nationales. Il savait leur parler. Mais Bata n'était pas une entreprise française. C'était un groupe familial, apatride, dirigé depuis Toronto, qui ne devait rien à Paris et n'attendait rien de lui. Un secrétaire d'État français ne pouvait pas grand-chose contre une décision prise au Canada par des actionnaires privés. Il pouvait dénoncer les méthodes. Il pouvait proposer des pré-retraites. Il ne pouvait pas contraindre un groupe étranger à continuer de produire sur un sol qu'il avait choisi de quitter. La souveraineté d'un État s'arrête là où commence la propriété privée d'un capital sans patrie. Les ouvriers de Bataville la prirent à leurs dépens. Dans cette partie, l'État jouait les seconds rôles. Personne ne la sauvera. La cessation des paiements est fixée au 9 juillet. Le 13 juillet 2001, le tribunal de grande instance de Metz ouvre une procédure judiciaire avec une période d'observation confiée aux administrateurs Bayle et Geoffroy, au mandataire Gérard Naudet, sous l'autorité du juge-commissaire Christian Cuisinier. La machine judiciaire est en marche et elle ne va que dans un sens. Écoutez le témoignage d'Alain Gatti, cet historien qui, à l'époque, était secrétaire général de la CFDT en Lorraine et qui a suivi plusieurs de ces piquets de grève. Il a résumé mieux que personne ce que ces gens ont vécu. Les salariés de Bataville, dit-il, avaient été élevés dans une vision millénariste. Leur entreprise ne pouvait pas mourir. Et qu'un père puisse faire cela à ses enfants, c'était quelque chose d'inimaginable. Voilà le cœur de la blessure. Ce n'était pas seulement la perte d'un emploi, c'était une trahison filiale, l'effondrement d'une foi. L'automne passa dans une sorte de sursis morbide. On travaillait encore, mais on savait. Chaque jour ressemblait à une veillée. Les administrateurs faisaient leur office, les experts comptaient, les avocats plaidaient, et pendant ce temps, dans les ateliers, des mains continuaient de découper le cuir et de monter les tiges, par habitude, par dignité, parce qu'on ne sait pas faire autrement quand on a fait cela toute sa vie. Il y a quelque chose de bouleversant dans ces derniers mois. Des femmes et des hommes qui fabriquaient avec soin de belles chaussures pour une entreprise qui avait déjà décidé de les congédier. L'usine s'éteignit pour de bon à la toute fin de l'année. Selon Ghislain Gade, qui allait devenir l'un des gardiens de la mémoire du site, les portes de Bataville se fermèrent le 21 décembre 2001. L'activité cessa officiellement au début de l'année 2002. Les machines qui avaient tourné presque sans interruption depuis 1932 se turent. La sirène qui réglait la vie du pays sonna une dernière fois, puis plus jamais. Pour la première fois depuis 70 ans, il n'y eut plus, à 6 heures du matin, personne pour franchir les grilles des Laucourt. Environ 840 personnes perdirent leur emploi. 840. Là où ils avaient été des milliers. Dans une cité qui n'existait que par eux et pour eux. Chapitre 12. Hello, ou l'illusion de la reprise. Il restait une lueur. On l'appela Hello. Le 26 novembre 2001, le tribunal de Metz arrêta un plan de cession. Un repreneur se présentait.
Jean-Michel Verling, un ancien cadre de la maison, ancien directeur des ventes, qui connaissait Bata de l'intérieur. Il fonda une société au nom trouvé pour l'occasion, Hello, comme Hellocourt, détenue par lui-même et sa famille. Pour 5 millions de francs, Hello reprenait le site et 268 salariés. Bata, de son côté, s'engageait à un contrat d'approvisionnement dégressif sur 3 ans, une manière de laisser au repreneur le temps de trouver son souffle. L'espoir était réel. Après le deuil, un sursaut. 268 emplois sauvés, sur les 840 perdus. Ce n'était pas Bataville d'antan, mais c'était quelque chose. C'était la preuve, pensait-on, que le savoir-faire lorrain pouvait encore servir. Verling n'était pas un prédateur venu dépecer une carcasse. C'était un homme de la maison, qui croyait à ce qu'il faisait, et qui misa sa fortune et celle de sa famille sur la survie du site. Il y avait dans son pari quelque chose d'émouvant et de désespéré à la fois. L'idée qu'avec de la volonté, du métier et un peu de temps, on pourrait faire mentir le verdict du marché. Mais le marché, celui-là même qui avait fait la fortune de Thomas Bata, ne pardonne pas. L'illusion ne dura pas. Hello tenta de survivre, chercha des débouchés, devint même un temps sous-traitant de son voisin Méphisto, l'autre chausseur de la région, installé à Sarrebourg. Mais le contrat fut vite rompu. Les produits, les clientèles, tout était trop différent. Les difficultés s'accumulèrent. En 2004, une nouvelle vague de licenciements, près de 170 personnes. Un sursis fut arraché jusqu'au printemps 2005. Puis, le 22 juin 2005, la liquidation définitive fut prononcée. Les derniers salariés, quelques 90 personnes encore présentes, furent licenciés à leur tour. Ainsi s'éteignit, 4 ans après Bata, la dernière flamme de la fabrication de chaussures à Hellocourt. Jean-Michel Verling avait tenté de sauver ce qui pouvait l'être. Le marché, celui-là même qui avait fait la fortune de Thomas Bata, ne lui en laissa pas le temps. Ce qui restait du grand rêve tchèque en terre lorraine venait de s'achever pour de bon. Chapitre 13. La forêt reprend ses droits. Que devient un peuple quand l'usine qui l'a façonné disparaît? Pour beaucoup d'anciens de Bata, le plus dur ne fut pas de retrouver un emploi. Ce fut de faire le deuil. Ils avaient été élevés dans un monde qui pensait pour eux, qui rythmait leur journée, qui définissait qui ils étaient. Un CAP Bata se revendait mal ailleurs, car ce n'était pas seulement un diplôme, c'était une manière d'être au travail, taillée pour une seule maison qui n'existait plus. Il fallut réapprendre à vivre hors de la bulle. Pour certains, ce fut un déchirement dont ils ne se remirent jamais tout à fait. La cité, elle, changea de main et de visage. La vieille cité ouest avait déjà été rasée dans les années 80, jugée insalubre, trop coûteuse à rénover. En juillet 2003, ce qui restait des logements fut racheté par une société immobilière, puis rénové. On compte aujourd'hui 129 logements habités, répartis sur Moussé et Réchicourt-le-Château. La commune de Moussé, qui avait culminé à plus de 1000 habitants du temps de sa splendeur, en comptait 650 à la fin des années 90. Le pays s'était vidé à mesure que l'usine s'éteignait. Sur le site industriel lui-même, la vie n'a pas tout à fait cessé. Une dizaine d'entreprises s'y sont installées. Un fabricant de bottes, du carton, de l'archivage, des structures de spectacle, offrant en tout quelques 90 emplois. 90, là où 20 000 paires sortaient chaque jour et où 2600 personnes se pressaient aux grilles. Le chiffre, à lui seul, mesure tout ce qui a été perdu. Il y eut même, dans les années qui suivirent, une dernière indignité. On découvrit que des fûts de produits chimiques avaient été enfouis sur le site. Il fallut que le préfet de la Moselle, par une série d'arrêtés, contraigne le liquidateur à s'en occuper. L'usine qui avait tout donné à ce coin de Lorraine, le travail, les logements, l'eau courante, la piscine, le cinéma, laissait pour finir quelques barils enterrés dans son sol. Un dernier héritage qu'il fallut aller déterrer. Et pourtant, quelque chose a été sauvé. Non pas l'usine, mais sa mémoire. Un homme, Ghislain Gade, passionné du lieu, a racheté la cantine, ce foyer social où l'on mangeait et dansait, ainsi que le bâtiment administratif. Ces édifices ont été inscrits au titre des monuments historiques par un arrêté du 17 avril 2014.
l'ensemble de l'ancienne cité a reçu le label Patrimoine du XXe siècle. Ce que la loi anti-Bata avait empêché de devenir une métropole, ce que Toronto avait condamné, est désormais protégé comme un témoin de l'histoire industrielle française. La vie culturelle même a repris timidement ses droits entre les murs de briques. Une compagnie de théâtre, la Fabrique autonome des acteurs, s'y est installée. Une association porte le projet de faire vivre la mémoire du lieu. Des chercheurs, des artistes, des habitants tentent, chacun à leur manière, de faire quelque chose de ce que Bataville est devenu. Un vestige d'utopie, à la fois monument et cicatrice. On y écrit des livres, on y monte des projets, on y recueille la parole des anciens ouvriers avant qu'elle ne s'éteigne. Car c'est peut-être là ce qui reste de plus précieux. Non pas les murs, mais la mémoire de ceux qui les ont fait vivre. Les gestes, les voix, les visages. Le souvenir d'un temps où, dans cette forêt d'étangs, une ville entière se levait au son d'une sirène pour chausser la France. Passez aujourd'hui devant les grilles rouillées, sous le grand B qui pâlit au sommet des bâtiments. Écoutez, il n'y a plus de sirène à 6 heures. Il n'y a plus d'autobus qui déverse les ouvriers dans le petit matin. Il n'y a plus cette odeur de cuir et de colle qui imprégnait tout. Autour, la forêt du pays des étangs, patiente, avance. Le boudléia pousse entre les pavés du parking où se garaient tant de vélos et de mobylettes. Les grandes halles de béton et de briques, dressées en quelques mois par des ouvriers tchèques et lorrains, se tiennent là, dans un silence qui n'a rien à faire là. Un silence qui a la mauvaise forme. Chapitre 14. Ce qui reste. Le cinéaste François Caillat, qui a consacré un film à ce lieu, a eu cette phrase. « Tout le monde connaît les chaussures Bata, mais personne ne connaît Bataville. » C'est peut-être là le dernier paradoxe de cette histoire. Le logo rouge, des millions de Français l'ont eu sous les yeux toute leur vie. Ils ont porté des Bata pour aller à l'école, au travail, au stade. Le nom leur est aussi familier qu'un meuble de leur enfance. Et pourtant, presque aucun d'entre eux n'a jamais entendu parler de cette cité perdue au fond de la Moselle, de ces halles de briques rouges, de ces milliers d'hommes et de femmes qui fabriquaient, à la main et à la chaîne, les chaussures qu'ils achetaient sans y penser. On connaissait le produit, on ignorait le lieu, on ignorait les gens. Ce qu'ils avaient bâti méritait pourtant d'être connu. Un cordonnier de Moravie avait rêvé de chausser le monde entier et avait posé, au milieu des étangs lorrains, une ville entière vouée à ce rêve. Des générations de familles y avaient trouvé un métier, une dignité, un toit, une place. Elles avaient traversé une loi votée contre elles, une guerre, une occupation, la perte de leur maison mère. Elles avaient tout surmonté, sauf une décision prise loin d'elles, dans un bureau de Toronto, par des hommes qui n'avaient jamais entendu la sirène de 6 heures. Car c'est cela au fond que l'on retient. Bataville n'est pas morte d'un accident. Elle n'est pas morte d'une catastrophe, d'un incendie, d'un cataclysme du marché qu'on n'aurait pas vu venir. Elle est morte d'un choix. Le choix de ne plus produire là. Le choix de fermer le dernier grand atelier européen d'un empire qui avait décidé qu'il gagnerait plus ailleurs. Un choix parfaitement rationnel du point de vue de Toronto et parfaitement dévastateur du point de vue de Mousset. Les ouvriers de Bataville avaient toujours dit qu'on ne fermait pas leur usine parce qu'elle ne valait plus rien, mais parce qu'elle rapportait moins qu'ailleurs. Ils avaient raison. Ce n'était pas la même chose, et ils le savaient mieux que personne. Une usine qui meurt d'avoir échoué, on finit par en faire le deuil. Une usine qu'on ferme alors qu'elle produit encore, qu'elle vend encore, qu'elle sait encore faire. Cela reste en travers, longtemps, comme une injustice qu'aucune indemnité ne solde jamais tout à fait. Le grand B rouge est toujours là, sur les bâtiments qui dominent la cité. Il ne désigne plus rien. Aucune usine ne fonctionne derrière lui. Aucune chaussure n'en sort. Il reste là, comme une enseigne au-dessus d'un magasin fermé, à indiquer le nom d'une chose qui n'existe plus. Et autour, dans le silence des étangs, la forêt continue, doucement, de reprendre ce qu'on lui avait un jour arraché.